On accueille à présent Marine Tourdelier qui est avec nous. Bonjour et bienvenue. Secrétaire nationale des écologistes. J'aimerais vous montrer une déclaration de Manuel Bompard, donc l'insoumis, il y a quelques instants. Manuel Bompard qui n'ira pas à Matignon, qui ne répondra donc pas positivement à l'invitation de François Bayrou. Est-ce que les écologistes, est-ce que vous irez à Matignon? On se prononcera dans la journée parce qu'il faut que je rappelle les présidents de groupe. Pour l'instant, je dois vous avouer qu'on ne voit pas bien l'intérêt. C'est-à-dire qu'on a un Premier ministre qui fait tout dans le désordre. Il attend la fin de la session parlementaire pour faire ses grandes annonces, pour être sûr que vraiment, qu'il ne puisse pas y avoir de questions au gouvernement, qu'il ne puisse pas y avoir de débat parlementaire, qu'il ne puisse pas y avoir de censure. Ensuite, c'est l'été. Mais nous, pendant l'été, on travaille. Je vais vous dire, quand vous êtes chef de parti, vous ne dites pas, alors je suis injoignable du 15 juillet au 1er septembre. Vraiment, je ne fais rien, j'en peux plus. Donc vous n'étiez pas en vacances, contrairement à ce que dit François Bayrou. Bien sûr qu'on a tous pris des vacances, mais on est toujours joignable. Enfin, moi, je finalisais un livre qui sort le 1er octobre. J'étais tous les jours en train de faire un petit peu. On a eu un gros dossier, rappelez-vous, avec les contraceptifs que Trump voulait faire détruire pour ne pas les livrer à l'Afrique et qui allaient être incinérés en France. Et j'ai eu des contacts avec le président de la République. Le planning familial a eu des contacts avec plusieurs membres du gouvernement. Franchement, personne ne répondait alors que c'était un dossier important. Donc, il ne faut pas nous dire qu'il était tout seul dans son bureau à attendre. Il ne m'a jamais contacté, et s'il l'avait fait, évidemment que j'aurais décroché mon téléphone. Et puis là, il annonce un truc qui engage la confiance de son gouvernement. Je ne sais pas à quel moment il a cru que ça produirait un autre effet que ce qui est en train de se passer. Et quand il se rend compte que c'est terminé, il dit attendez, finalement, on arrête tout, voilà, reprenons à zéro, je vous reçois. Moi, j'y suis déjà allée 2 fois le voir, je peux vous raconter si vous voulez, vous allez comprendre pourquoi j'ai peu envie d'y aller une 3e fois. Et donc là, j'entends que vous n'ayez pas envie d'y aller, donc vous avez presque déjà pris votre décision, non? Mais en plus, je vous dis, dans mon parti, on n'a plus à avoir des débats. Quand Madame Borne nous avait contactés tous pour aller discuter des retraites, alors que le Parlement se faisait piétiner, il y a eu de gros débats dans notre mouvement et j'ai fini par y aller sans les groupes parlementaires qui disaient voilà, nous on n'y va pas, toi vas-y pour parler de la violence contre les écolos, parler des sujets environnementaux. Qu'est-ce qui peut vous faire y aller? Non mais moi, franchement, à chaque fois j'ai toujours défendu que c'était institutionnel et qu'un Premier ministre, il fallait aller le voir. Mais là, un Premier ministre qui ne sera plus dans quelques jours et dont les 2 premiers rendez-vous, je peux vous résumer, le premier... il est Premier ministre depuis quelques jours, il vient de revenir en jet privé de Pau. Et à chaque fois qu'on lui dit vous allez faire quoi pour l'écologie, il est comme ça, il dit j'ai fait des pistes cyclables à Pau. Et on dit très bien, mais vous allez faire quoi comme Premier ministre? J'ai fait un réseau de chaleur à Pau. Ok, bon, ça c'était le premier rendez-vous. Le deuxième rendez-vous, c'est pour parler de la proportionnelle, rappelez-vous. Et nous, on parle de la proportionnelle et on lui dit, par contre, on est en pleine loi du plomb, on ne part pas sans avoir discuté de la loi du plomb. Et là, il nous explique que l'acétamipride, donc cette substance qui finalement a été retoquée par le Conseil constitutionnel, il nous explique que ce n'est pas dangereux, qu'il a des études très solides sur le sujet. Et quand je lui dis, j'espère que ces études n'ont pas été faites par le ministère de l'Agriculture, il dit non. Et il ouvre sa pochette et je vois des gros logos partout du ministère de l'Agriculture. J'ai écouté, monsieur, c'est pas sérieux. On ne parle pas d'écologie avec des enquêtes pas faites par des écologistes ou par des experts en santé. Donc tout ça n'a pas de sens. Et s'il était Premier ministre pendant encore 2 ans, on se contraindrait à y aller parce que c'est institutionnel, c'est républicain. Mais là non, parce que vous allez le faire tomber le 8 septembre. Vous continuez à affirmer que vous ne voterez pas le vote de confiance. Pas le choix. J'ai quand même assisté à la même émission que vous hier. Il a dit, alors je suis ouvert à tout. Par contre, il n'y a pas d'autre méthode possible. Ça me fait penser à Margaret Thatcher, there is no alternative. Bon, ok. Deuxièmement, j'engage la responsabilité de mon gouvernement, mais tous ceux qui me la donnent pas sont irresponsables. Bon, ok. Et troisièmement, c'est moi ou le chaos. Mais ça sert à rien de discuter dans ces cas-là. Puis surtout, si vous voulez discuter, il fallait le faire avant. Quel Premier ministre vous souhaitez, vous aimeriez voir à Matignon quand François Bayrou sera tombé a priori le 8 septembre? Autant vous le dire tout de suite, on ne va pas se refaire le petit sketch des noms qui avait duré tout l'été la fois dernière. Quel profil alors? Il fallait trouver un nom qui cochait toutes les cases. Et quand on l'a trouvé, elle s'appelait Lucie Castet. Emmanuel Macron nous a expliqué en rendez-vous solennel à l'Élysée qu'en fait, le problème, c'était pas vraiment le nom. C'était que le gouvernement, s'il y avait des insoumis, il tomberait. Donc du coup, qu'on dit les insoumis, ils ont dit, de manière assez responsable pour le coup, si c'est nous le problème, on veut être la solution, donc on n'ira pas au gouvernement, on soutiendra de l'extérieur. Là, Macron, il dit non, mais ça ne tiendra pas. Donc au nom de l'urgence, c'était un gouvernement qui tienne, il n'a pas nommé la force arrivée en tête des élections, ce qui, dans toute l'Europe, aurait été le cas, on aurait hurlé en France. Bon, il fait ça. Résultat, il nomme quelqu'un au bout de 3 mois, ce qui inquiète les milieux économiques. Il nomme M. Barnier, qui ne tient pas plus de 2 mois. Puis, il nomme un autre macroniste qui ne tient toujours pas. Et donc, à un moment, peut-être qu'il faut revenir au résultat des élections et nommer quelqu'un du nouveau Front populaire. En fait, le macronisme, c'est fini. Donc, vous voulez quelqu'un de chez vous?
nous ne voulons pas, et j'espère que non plus, le Rassemblement national. Et donc, il y a une alternative qui s'appelle la gauche et les écologistes. Alors, est-ce que ça va être simple, confortable? Non. Est-ce qu'il y a une majorité des Français qui veulent plus de justice sociale et plus de justice environnementale, c'est-à-dire qu'on arrête de supprimer les aides pour qu'ils rénovent leur logement, pour qu'ils changent de voiture? La réponse est oui. Travaillons dans ce sens-là. Vous m'avez parlé de Lucie Castet. Est-ce que Lucie Castet reste toujours une candidate pour la gauche, pour Matignon? Ah bah si vous me posez la question à moi, oui, tout à fait. À vous, mais à l'ensemble de la France Insoumise. Vous en avez discuté entre vous, la France Insoumise, les écologistes, les communistes? Je me rappelle les raisons pour lesquelles ce nom faisait consensus et je ne vois pas ce qui aurait changé depuis. Alors, les uns et les autres se positionnent sur une autre question qui est celle de la dissolution. J'aimerais bien vous entendre là-dessus aussi. Est-ce qu'il faut aller jusqu'à la dissolution? Au-delà de nommer ou pas un nouveau Premier ministre qui soit de gauche, est-ce qu'il faut carrément aller jusqu'à la dissolution? Alors, je vous le dis tout de suite, nous, on n'a pas peur de la dissolution. Ça fait des mois qu'on travaille cette éventualité. Qu'est-ce que ça changera? On est prêt sur le plan politique et on est prêt sur le plan logistique. Mais qu'est-ce que ça vous apportera? Qu'est-ce que ça changera? C'est ça ma question. C'est qu'en fait, à un moment, si c'est pour refaire une élection qui, déjà, prend un mois au pays, dont les milieux économiques, je me rends au MEDEF en sortant de votre émission, je lis quand même leurs interviews. Ils disent tous... Avec la dissolution, on a perdu 3 mois de commandes, d'investissements, etc. Donc ça a mis quand même le pays sur le flanc. Et surtout, il n'a pas suivi le résultat des élections, le président de la République. Donc si c'est pour qu'il mobilise tous les Français pour répondre à la question stop ou encore, et que quoi que les Français répondent, ils disent bon ok, j'ai bien compris, on va quand même le faire encore parce qu'on n'a pas le choix. Bon, je vois pas trop à quoi ça sert de provoquer une nouvelle dissolution. Et puis surtout, l'urgence là, c'est de trouver un budget. C'est de trouver un budget. Et en fait, c'est pas l'Assemblée nationale qui est légitime. Elle m'a été élue il n'y a pas si longtemps que ça. C'est le gouvernement. Mais donc ce gouvernement doit s'en aller et il faut en nommer un qui ne soit pas de la même. Mais pardonnez-moi, si je vous suis, vous me dites il faudrait un gouvernement avec un ou une première ministre de gauche, mais de toute façon, c'est pas ce que va faire Emmanuel Macron. La dissolution, c'est pas une solution non plus. Donc c'est quoi? C'est la démission qui va permettre d'Emmanuel Macron, qui peut permettre de tout remettre à plat? Sa destitution? Vous pointez un problème grave. C'est-à-dire qu'on est arrivé. Avec une sorte de forcené à la tête de l'État, j'ai pas d'autre mot, enfin, dans son langage macronien, je dirais un Gaulois réfractaire, qui a décidé, coûte que coûte, d'aller au bout de ce qu'il voulait faire, quoi qu'en pensent les Français, donc, et quoi qu'en disent les urnes. Donc à un moment, là, encore une fois, tout l'été dernier, il nous a quand même expliqué, j'ai oublié celle-là, qu'il ne pouvait pas nommer de Premier ministre qui a fait les Jeux Olympiques. Ne fais pas de dissolution, alors si tu estimes que tu ne peux pas changer de Premier ministre dans l'été. Est-ce qu'il faut destituer Emmanuel Macron? Donc, pour moi, ce n'est pas la question maintenant. Là, c'est François Bayrou, stop ou encore, et j'ai compris qu'il allait tomber le 8. La deuxième chose, c'est qui est nommé à sa place. Mais si Emmanuel Macron s'obstine à mettre toujours plus macroniste alors que le pays n'en veut plus, alors oui, il faudra se poser la question de sa destitution. Et je ne minimise absolument pas les conséquences que ça aurait. Mais enfin, je vois par exemple une obsession pour le sujet de la dette. Je vous rappelle quand même que les macronistes sont au pouvoir depuis 8 ans et que pendant 8 ans, la dette est passée de 2 000 milliards à 3 000 milliards. Ce n'est pas notre bilan, c'est le leur. Donc sous certaines conditions, un petit problème. Donc sous certaines conditions, vous n'excluez pas le 23 septembre de peut-être voter pour la destitution d'Emmanuel Macron? Ah non, on ne l'exclut pas, même si on pense que ce n'est pas la question aujourd'hui. On pense aussi qu'Emmanuel Macron a beaucoup de moyens de l'éviter. Mais franchement, c'est quand même pas très compliqué normalement en démocratie de quand on perd une élection comprendre qu'on remet pas ses très très proches à Matignon, sinon ça ne sert à rien de faire des législatives. Vous avez évoqué un débat que vous allez, auquel vous allez participer cet après-midi avec 5 autres responsables politiques. Ça va se passer aux universités du MEDEF. Les patrons qui sont complètement apeurés avec la question du budget, est-ce qu'on en aura un ou pas, et aussi avec cette question de la taxation des hauts revenus. Qu'est-ce que vous allez leur dire, à la fois pour les convaincre et peut-être aussi pour les rassurer? Qu'est-ce que vous voulez leur faire passer comme message? Alors déjà, il n'y a pas que les patrons qui sont inquiets dans ce pays. Les Français, en l'occurrence, c'est eux que vous allez voir cet après-midi. Oui, mais en fait, les patrons ne sont pas une espèce à part, peut-être sur certains plans, mais sur ce plan-là, ils sont comme les Français. Ils voient bien qu'il n'y a plus de pilotes dans l'avion, même s'il ne faut pas prendre l'avion. Mais donc du coup, il faut bien sûr leur parler du sujet de la dette, qui est un vrai sujet qu'il faut adresser. Mais la dette, elle n'est pas que budgétaire. Il y a aussi une dette environnementale. J'aime pas trop ce mot parce que la différence, c'est que la dette environnementale, vous ne pouvez jamais la rembourser. Les espèces qui disparaissent, elles sont disparues. Les degrés de changement climatique qui sont pris, on ne reviendra pas en arrière. Donc, mais il y a quand même un sujet environnemental. Et puis, il y a la dette sociale. Parce qu'en fait, ce pays il est en train de craquer. Et quand le pacte social sera définitivement rompu, parce que les 500 plus gros patrimoines de ce pays, on veut leur fortune doubler en quelques années, pendant qu'on a atteint un niveau de pauvreté, plus de 9 millions de pauvres, mais inégalé en 30 ans. Patrick Martin dit hier, l'ISF, le retour de l'ISF, on n'en veut pas. Ce serait catastrophique pour l'économie, ce serait catastrophique pour nous. Qu'est-ce que vous lui opposez? Tout ce que vous venez de me dire, je l'entends, mais c'est quoi votre argument pour les convaincre, en fait, les patrons? La justice.
un concept de base. C'est-à-dire qu'on ne peut pas alors demander quelles mesures concrètement? On ne peut pas demander des efforts à tous les Français, alors que le déficit et donc la dette est là aussi parce que Emmanuel Macron et ses gouvernements successifs ont supprimé des milliards d'impôts chaque année pour les plus riches. Et donc vous avez des riches qui sont de plus en plus riches et les pauvres de plus en plus pauvres, chaque jour un peu plus pauvres dans ce pays. Ça peut plus tenir, le pacte social est en train de se casser. Et même s'ils voient les choses du point de vue des affaires, je ne pense pas que ce soit bon pour les affaires. Et c'est pareil pour l'environnement. Chaque degré de réchauffement climatique équivaut à 12% de PIB en moins au niveau mondial. Donc y compris s'ils n'ont pas envie de se préoccuper d'environnement et juste de croissance et d'environnement et d'économie et de finances, alors même de ce point de vue-là, l'environnement, ça compte. Merci beaucoup. À vous.